Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle biblios. J'ai le plaisir de modérer cette session aujourd'hui avec le docteur Jérôme Hadda de Béziers et moi je suis Anne-Catherine Pouler de Bruxelles en Belgique. Et nous allons commencer avec une présentation du docteur Benoît Lequeux du CHU de Poitiers qui va nous parler d'intelligence artificielle. Et n'oubliez pas de poser vos questions. Bonne bibliose. Bonjour à tous. Donc, je vais partager ma présentation. Voilà, juste pour me dire si vous voyez bien. Parfait, on voit bien. Ouais. Ok, super. Alors, donc on va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Vous savez que c'est un sujet que j'apprécie particulièrement. Et donc, sur cette étude, alors cette étude, c'est une short communication qui a lieu à l'ESH Heart Failure, mais qui reprend un score dont je vais vous parler. Alors, ce qui est intéressant sur cette étude, donc, qui va parler de mortalité dans l'amylose à partir d'un électrocardiogramme, eh ben, j'aime bien toujours présenter avant pour montrer que l'électrocardiogramme, en fait, c'est un peu la dernière roue du carrosse et c'est ce qu'on voit, c'est la partie en fait immergée de l'iceberg. Et vous voyez que sur la chronologie de tous les événements qui arrivent chez un patient présentant une amylose, finalement, bah, l'électrocardiogramme, quand on commence à avoir des signes électriques, et ben, bien avant, il y a déjà eu des modifications. Donc finalement, on peut dire que l'électrocardiogramme, c'est pas forcément le meilleur des examens. Et donc, vous allez voir que potentiellement, grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, il va y avoir un renouveau en fait de l'électrocardiogramme par rapport à des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et ça, donc, c'est l'étude Princeps dont je vous parlais, qui a été publiée par l'équipe de la Mayo en 2021, pour regarder à partir d'un électrocardiogramme, de voir si on pouvait prédire, dépister, faire de la détection d'amylose de façon précoce. Donc, ils ont pris leur cohorte, vous voyez, de plus de 2500 patients, ils l'ont matché à un contrôle de 2400 patients, et ils ont regardé l'électrocardiogramme 12 dérivations, avec des patients, bien sûr, qui étaient en rythme sinusal, et on va le voir avec d'autres anomalies, et ils arrivent à prédire quasiment 2 ans avant les signes cliniques en fait qu'on va avoir d'amylose à partir d'électrocardiogramme. Et vous voyez avec une curve qui monte une aire sur la courbe à 0,94. Donc rien qu'avec un électrocardiogramme, on est capable de prédire euh, la survenue d'une amylose clinique qui va survenir donc dans les globalement 2 ans après. Donc quand on regarde un petit peu sur l'électrocardiogramme, vous voyez que la plupart des patients étaient en rythme sinusal, mais on a également des patients qui présentaient des flotteurs, des troubles de conduction. Et donc ce qui est important à savoir, c'est que au-delà d'anomalies qu'on peut avoir sur un électrocardiogramme qu'on connaît dans l'amylose, le fait d'être en rythme sinusal sans aucune anomalie, sans pattern particulier, en fait, l'œil humain ne permet pas de voir certaines choses que l'IA sur une volumétrie importante d'électrocardiogramme va pouvoir voir. Et vous voyez qu'on arrive même à dépister, que ce soit dans l'amylose AL ou dans l'amylose ATTR, on a même des patients qu'on arrive à dépister encore plus en amont, rien que sur l'électrocardiogramme. Donc c'est probablement un très bon outil aidé par l'intelligence artificielle avec ce score donc, qu'ils ont créé qui s'appelle A22. Donc l'étude que je vous présente, en fait, va se servir de ce score pour voir si, bah, justement, on peut prédire de façon indépendante le risque de mortalité chez les patients présentant une amylose AL ou une amylose ATTR. Alors la cohorte est un petit peu particulière, parce que d'habitude, dans les études, on a souvent beaucoup plus de patients qui sont en amylose ATTR sauvage ou héréditaire. Vous voyez que là, dans la cohorte, il y a quand même beaucoup plus d'amylose AL. Et donc, voilà la répartition sur les trois groupes. Donc, ils ont effectué le score en tant que variable continue dans cette étude pour voir justement si on a un facteur, en tout cas indépendant, de survenue de mortalité. Donc là, je vais passer rapidement sur les caractéristiques baseline qui sont à peu près homogènes. Et vous voyez que donc ils ont créé ce score à chaque fois chez les patients, donc qui est encore une fois une variable continue. Donc ils ont calculé dans les différentes cohortes. Alors, juste pour rappeler quand même la mortalité, donc là, on n'est pas sur le score, on est juste sur la mortalité de ces patients-là. Vous voyez que la survie, alors très clairement sur l'amylose à L, on a une survie qui est beaucoup plus péjorative avec une médiane de survie qui est à 22 mois. Et vous voyez qu'après les médianes de survie sur l'amylose sauvage est à 47 mois et héréditaire à 61 mois. Ouais, on sait que c'est une pathologie qui tue beaucoup, avec toujours, et on aura dans la discussion, par rapport à l'absence ou pas de traitement et même du calcul de ces scores, à savoir, ils sont calculés sur des gens qui n'avaient pas forcément de traitement à l'époque. Et donc, quand on regarde un petit peu les facteurs prédicteurs, alors avant de regarder le score,
Donc, on regarde ce qui se passe sur les stages, que ce soit les stages dans l'amylose AL, vous voyez ici, ou dans le score de la Mayo ATTR. Et ben, vous voyez que de façon en analyse multivariée, vous augmentez votre risque de mortalité au fur et à mesure de l'avancement dans le score. Bon, ça, c'est connu, reconnu, donc c'est pas nouveau. Par contre, ce qui apparaît, vous voyez, avec le score, et ben, il apparaît comme facteur prédicteur en analyse multivariée. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un score élevé, plus le risque de mortalité va augmenter, que ce soit dans l'amylose AL ou dans l'amylose ATTR ici. Donc le score, en tout cas rien que l'électrocardiogramme, on parle juste de l'électrocardiogramme, est un facteur prédicteur en analyse multivariée. Donc après, ils ont essayé de voir, parce que c'était une variable continue, qu'ils ont divisé en plusieurs quartiles. Et vous voyez que ce qui est intéressant en tout cas, c'est sur le quartile le plus bas, c'est le quartier le plus bas qui a l'air de ressortir. Et là, attention, hein, on part toujours que d'électro. Hein, ce score, c'est vraiment que l'électro. Et ben, vous voyez que ça soit dans l'amylose AL ou l'amylose ATTR, et ben, les patients qui présentent un score A2E le plus bas dans le quartile sont ceux qui vont euh, survivre le plus longtemps, enfin en tout cas mourir. Donc, en conclusion, ce score est prédicteur de la survie des patients dans l'amylose cardiaque, que ce soit AL ou ATTR. Et donc, il conclut en disant que ce score pourrait être un bon outil à la fois pour aider au diagnostic et au pronostic du patient, comme je vous l'ai montré, puisque on peut l'associer au score. Alors, les limites quand même, toujours pareil, les limites de l'étude, c'est une étude rétrospective, monocentrique. Donc ça, c'est propre à l'étude. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que l'analyse, vous l'avez vu, sur l'analyse multivariée, ils l'ont faite sur également forcément les biomarqueurs qui sont intégrés dans les scores de pronostic. Et vous voyez qu'il n'était disponible que pour 70% des amyloses AL et 59% des patients ATTR. Là, il peut y avoir des trous dans la raquette dans la constitution du modèle. Également, il y a une grosse question sur à quel timing faire l'électrocardiogramme, puisqu'il peut être évolutif également dans le temps. Et donc là, il soulève le fait de dire bah, que finalement, les ECG utilisés pour calculer ce score ont été réalisés plus ou moins 6 mois avant ou après le diagnostic d'amylose. Donc, et ben, on peut avoir aussi cet aspect évolutif dans le temps qui peut fausser également le modèle. Il n'y a pas d'analyse de la symptomatologie, euh, enfin des symptômes ou de l'analyse fonctionnelle dans cette étude. Également, quelque chose qui est important, c'est le manque d'intégration d'autres modalités de diagnostic qui peuvent être intégrées dans un modèle d'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est paramètres imagerie, IRM cardiaque, échographie cardiaque, scintigraphie. Et ça, c'est propre au modèle quand on fait de la modélisation d'intelligence artificielle. Et ben, le problème, c'est qu'on peut avoir ce qu'on appelle de l'overfitting, c'est-à-dire que le modèle est utilisé dans une population d'un seul centre et donc qui n'est pas forcément représentatif de tous les autres centres. Et ça, en fait, ces modèles-là, justement, peuvent surestimer potentiellement, enfin, être beaucoup plus efficaces que la réalité, ce qu'on appelle l'overfitting. Et donc là, il faudrait, pour valider en tout cas ce score, bah, l'utiliser et faire une validation externe sur une cohorte qui n'est pas celle de la Mayo Clinique. Et puis, et je le soulevais tout à l'heure, c'est le manque de prise en compte du traitement, puisque l'étude s'est arrêtée, était entre 2001 et 2009 de mémoire, et en fait, on n'avait pas encore notamment nos traitements dans l'amylose ATTR, et donc maintenant, quid eh ben, de l'efficacité de ce score avec des traitements maintenant qui sont des patients qui sont maintenant sous traitement. Donc après, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette étude? Bah, c'est la validation externe multicentrique, ce que vous disiez, l'intégration dans des modèles beaucoup plus larges, parce que là, comme je vous l'ai dit, ça s'intègre, c'est que l'électrocardiogramme, mais on pourrait très bien avoir, et là on commence à palper un petit peu les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, c'est l'intégration de plusieurs paramètres de des cliniques biologiques, génétiques, imagerie, qui permettraient justement bah, de faire des tests sur ces jumeaux numériques. Euh, L'utilisation en télémédecine également pour le suivi et l'analyse longitudinale dynamique, c'est ce que je disais, puisque le CG, on le fait à un instant T, mais quid de l'évolution de cet électrode dans le temps, ça, on ne sait pas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je ne pense pas avoir vu de questions dans le chat pour le moment. Alors, est-ce que dans l'article, il détaille la formule pour calculer le score? Et c'est un score facile que nous, on pourrait calculer en pratique quand on voit nos patients
en consultation, chez qui on a des suspicions, par exemple, enfin, il vient pour un bilan et puis Alors, ils donnent en fait ce qu'ils utilisent, mais en fait, c'est le problème de la black box, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment le modèle est fait. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est utiliser leur modèle et intégrer dans le modèle les différents paramètres, le NT-Pro BNP, etc. Donc, oui, ils l'améliorer. disent, voilà, ils disent qu'ils utilisent, mais par contre, après, le modèle qui a créé en fait le score, ça, ils le donnent pas. Et en fait, c'est toute la problématique de toutes les études que vous voyez dans l'IA. C'est-à-dire qu'on a créé un modèle, on a créé un modèle, on a créé un modèle, mais après, il faut récupérer le modèle et pour pouvoir le tester en externe. Et ça, c'est le Ben problème, oui. c'est-à-dire que le modèle existe, mais pour l'instant, il n'est pas accessible et il faudrait qu'il le rende accessible pour qu'on puisse le tester sur d'autres cohortes, justement. Et un autre biais important, c'est effectivement ces 1800 patients sont des AL. Or, les amyloïdoses AL, elles ont quand même en général des ECG très parlants, encore plus que les ATTR, hein. Ils sont souvent très, très microvoltés dans les dérivations périphériques, alors qu'ils ont une ASVG à l'écho. Donc, est-ce qu'ils ne mettent pas un biais? Parce que moi, je trouve que quand on a un patient qui vient avec une cardiopathie au sens large, ils ont quand même rarement des ECG strictement normaux. Donc, on aura quand même souvent l'attention attirée. Ce qui pourrait être très fort, c'est justement, et ça, il y a une belle étude en intelligence artificielle dans l'insuffisance cardiaque qui est capable de repérer des dysfonctions ventriculaires à partir d'un électro qui est strictement normal. Parce qu'en fait, les modifications électriques qu'on peut avoir à l'échelle cellulaire, en fait, se retranscrivent en fait sur l'électrocardiogramme, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc, c'est toute la puissance. Alors là, ils peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont des modèles, en fait, avec des électrocardiogrammes sur une faible cohorte de patients. Là, l'étude dont je parle dans la science cardiaque, c'était plus de 2 millions de CG. Donc, en fait, plus on a de data, plus on est capable d'aller voir des petites choses que nous, on ne verrait pas à l'œil nu finalement. Et j'ai une question d'Olivier Léré qui nous demande, est-ce qu'on connaît les indications des ECG qui sont réalisés initialement, puisque certains ECG étaient réalisés presque 2 ans avant les symptômes? Euh, Est-ce que dans alors, l'article, il est c'est écrit, bonne question. C'est une très bonne question parce que dans leur cohorte, ils n'avaient pas été diagnostiqués. C'est en effet avant le diagnostic. Alors, il y a eu de l'écrémage. Ah, je ne sais pas, c'est une bonne question. Dans un de tes graphiques, tu montrais il y avait l'épisode d'insuffisance cardiaque avant le diagnostic Ouais. d'amylose, donc c'est peut-être aussi à cette occasion-là. Au moment où ils ont fait l'insuffisance cardiaque, ouais. Mais ça veut bah dire oui, on ne qu'ils fait sont déjà pas cliniques. souvent des ECG à des sujets sains, hein. C'est souvent. Ouf, ouf. Alors, en ville, c'est- Florian, je c'est ne sais des pas quelle est la échos pratique à la par-dessus. Mayo, mais un patient qui vient pour un bilan de santé, comme ils en font beaucoup aux États-Unis, il peut avoir un ECG dans leur database et il se retrouve être diagnostiqué quelques années plus tard. Donc, il n'est pas impossible qu'ils aient Parce que des tu l'as là, regarde, en fait, tu l'as là en ouais, effet, hein. Onset of heart failure. Donc, en fait, ils ont été attrapés a priori lors beaucoup, d'une ouais. insuffisance cardiaque et le modèle a identifié qu'en effet, bah, le diagnostic, finalement, ce qui paraît étonnant, a été fait quand même relativement tard après, puisqu'il a été fait en moyenne 2 ans, 2 ans après. Mais en effet, le start, c'est l'insuffisance cardiaque, quoi. D'un autre côté, sur Nami-Ozaël, 10 ans, enfin 5 ans avant, ils n'ont probablement pas Bah, d'amie. sur la L, ouais, c'est étonnant. En général, ils sont morts avant. Ouais. Ça et la FA aussi, c'est une des autres limitations. Je trouve, hein, seulement 5% des patients en FA. Hmm. Je ne sais pas si mes collègues ici ont d'autres questions. Sinon, moi, j'en ai encore. Ouais, est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Enfin, c'est pas le thème de l'article, mais là, on prend des amyloses, on regarde le CG qu'il y avait avant, mais est-ce que quand on prend une population générale, on dépiste l'amylose mieux? Est-ce que ça... Alors le problème, c'est que là, dans leur modèle, ils utilisent des gens qui ont été pistés amylose. Donc, Et ouais. à l'échelle, en fait, c'est tout le problème de l'utilisation du modèle. Il a été validé dans une population. Après, maintenant, ce qu'il faudrait, en effet, c'est prendre ce modèle qu'ils ont fait à la Mayo et l'appliquer sur une énorme cohorte de patients et voir un petit peu dans le suivi s'ils ils sont plus exposés à développer une amylose. Hmm. Ça, c'est en fait quand on fait de l'IA, il y a toujours la validation du modèle. En général, ils prennent 80% des datas pour créer le modèle dans leur cohorte. Ils utilisent 20% des datas pour tester leur modèle, mais ça reste dans leur cohorte. Et le troisième étape, c'est de tester en fait le modèle sur une cohorte externe. Et là, on est propre parce qu'en fait, on vérifie que sur la cohorte externe, et ben, les courbes ROC, la spécificité et la sensibilité restent les mêmes. Et c'est toute la problématique des data scientists, c'est pas d'être dans l'overfitting ou le l'underfitting, c'est de trouver le juste milieu pour pas trop diagnostiquer et pas sous-diagnostiquer. Et ça, c'est vraiment, enfin, ceux qui travaillent les data scientists connaissent bien parce que créer un modèle,
faire mouliner, etc., c'est assez simple. Après, trouver le juste milieu pour pas être trop spécifique, trop sensible, c'est là la difficulté.